Comment le cinéma se transforme avec le numérique? Pour en parler à mes côtés, deux experts du cinéma d'animation ou du cinéma du futur. Rodolphe Chabrier, je rappelle que vous êtes le cofondateur de MacGuff, donc un studio d'images numériques que vous avez créé en 85 et qui a notamment travaillé sur Moi Moche et Méchant, Kirikou 3 pour la partie animation, mais aussi des films qui vont de Love de Gaspard Noé à Taken 3. Et à vos côtés, Stéphane Singier, donc vous êtes conseiller études, veille technologique et Grand Paris numérique chez Cap Digital. Cap Digital que l'on peut définir un peu comme le pôle de compétitivité et de transformation numérique. Tout à fait. Qui s'attache à comprendre comment les organisations peuvent évoluer avec le digital. Et à ce titre, parce que vous connaissez bien le cinéma, vous avez vous-même créé un studio d'animation, Studio ZA en 87. Vous avez mené une étude sur les mutations liées à la transformation numérique dans le cinéma, dans le but de créer un laboratoire des médias du futur. Exactement, on a travaillé sur ce sujet-là, d'ailleurs avec un certain nombre d'entreprises membres du pôle. Un pôle de compétitivité comme Cap Digital, aujourd'hui c'est plus de 1000 structures qui en sont membres. Et donc une vingtaine d'entreprises se sont penchées, et aussi des laboratoires de recherche publics, sur ces enjeux-là. Et donc nous avons comme ça détecté un certain nombre d'éléments liés à la transformation numérique qui pourraient impacter les processus de production des films, mais également aussi pour la télévision et le secteur des jeux vidéo. Alors on va avoir l'occasion d'en parler durant cette émission. Mais alors tout d'abord, messieurs, une première question. Est-ce qu'on peut aujourd'hui concevoir de fabriquer un film sans faire appel au numérique ? De nos jours, ça devient un peu plus compliqué. Il y a encore beaucoup de films qui se tournent en 35 mm, même si l'immense majorité se tourne en numérique. Mais ensuite, à la fin de la chaîne, de toute façon, la projection est en numérique. Donc on fait ce qu'on appelle un DCP. Il y a de moins en moins de salles qui projettent le petit bout de plastique avec des trous qui s'appelaient de la pellicule. Alors, quand il s'agit de créer un film, il y a la phase de tournage, la phase de post-production, la phase de diffusion. En quoi le numérique peut impacter ces différentes étapes ? Alors d'abord, il y a plein d'autres phases, parce Alors, qu'il y a quand même la pré-production, effectivement, et ça va jusqu'à l'archivage, Ouais. etc. Et toutes les phases vont être impactées, sont déjà impactées. Et De la scénarisation à la post-production finale et à la diffusion, on utilise le numérique partout. C'est même déjà en place depuis un bon moment déjà, une petite dizaine d'années. La transition numérique a déjà commencé dans le cinéma ? Elle est déjà bien en rythme de croisière. Elle est déjà bien en rythme de croisière. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire hier ? On peut, par exemple, au niveau du tournage, tout simplement tourner faire autant de prises qu'on veut. C'est-à-dire, ça ne coûte plus rien d'enregistrer sur un disque dur. Enfin, plus rien, entre guillemets. Donc, ça change la façon de faire des prises, par exemple. On peut ensuite communiquer les éléments qu'on a tournés et les distribuer dans le monde entier. Donc, ça, on peut travailler avec des équipes qui sont vraiment internationales. C'est-à-dire qu'il y a une forme de globalisation qui se fait... Du coup, des risques d'ubérisation, le fait que c'est le mieux-disant fiscal qui va pouvoir être le plus performant au niveau de la post-production, par exemple, mais aussi au niveau du shooting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand on fait un film, on ne va pas forcément se concentrer sur un pays, mais on va regarder un peu partout dans le monde qui fait quoi, et en fonction des régimes fiscaux, on va décider d'aller en France, ou d'aller aux États-Unis, ou d'aller en Corée, ou d'aller au Japon. Oui, parce que la technologie, le numérique a largement avancé. Il y a toujours des leaders au départ qui font des choses extraordinaires, mais très vite derrière, cette technologie se démocratise et il y a beaucoup de pays maintenant dans le monde où les gens sont extrêmement performants. Et ça veut dire que vous, chez MacGuff, par exemple, vous travaillez avec le monde entier ? Alors, on est client du monde entier, on est en train de faire un film chinois, on peut bosser pour des Américains, pour des Européens, mais on va faire travailler des gens dans le monde aussi. On essaye de garder, on est patriotes, essayer de garder le maximum de travail en France possible, mais on est obligé d'ouvrir. Il y a par exemple un MacGuff Belgium, parce qu'il y a des tax shelters en Belgique. On pourrait ouvrir au Canada et ainsi de suite, ou faire travailler des gens, personne par personne, dans le monde entier. Et alors, si on rentre dans la partie un petit peu plus technique, essayer de comprendre comment le numérique va transformer certains usages, que dit l'étude menée par Cap Digital justement sur les mutations liées à la transformation numérique dans le cinéma ? Alors, dans cette étude, on peut voir, alors que ce soit au moment de l'écriture, mais au moment même de la préparation des tournages. Alors, j'avais pris l'exemple des décors. Les décors, aujourd'hui, sont réalisés de manière manuelle par des menuisiers qui découpent des éléments en bois, par des peintres, par des staffeurs. Demain, on peut imaginer que tout ça soit préparé sur des ordinateurs avec des palettes graphiques, ça soit imprimé en grande largeur. Il peut y avoir aussi de l'impression 3D. C'est des choses qui vont modifier profondément la manière de travailler, mais aussi les métiers. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, il faut qu'on forme des gens à l'usage de ces nouvelles technologies. Donc on n'irait plus tourner dans une rue, mais on fabriquerait les immeubles avec de l'impression 3D et on tournerait directement en studio.
Oui, mais on a déjà tourné en studio. C'est déjà des choses qui se font. Enfin, c'est brique par brique, le numérique s'insinue partout en fait. Actuellement, on peut très bien tourner dans un studio avec un fond vert et ensuite venir chez MacGuff où on va faire des matte paint 2D, 3D, de la construction comme dans la plupart des films. Et ce qui peut se passer à terme, c'est le réalisateur soit de plus en plus, disons à la manière d'Avatar, dans une situation où il virtualise en temps réel la réalité de ce qui se passe et de voir les interactions de manière plus importante. Parce que le défaut actuel de tourner sur un fond vert, c'est qu'il y a les comédiens ne voient pas les trucs qui tombent sur la gueule, etc. Mais le fait que le numérique puisse permettre maintenant en temps réel de savoir où sont placées les caméras, de faire même la lumière de manière numérique pilotée, de manière robotique ou avec des systèmes de LED Alors, on imagine qu'il peut y avoir des plateaux, alors des plateaux virtuels, il y en a à la télé, mais il pourrait y avoir des plateaux immersifs pour le cinéma. Donc des plateaux où en fait les comédiens se retrouveront au milieu, à l'intérieur d'un grand cyclo cylindrique où on projettera des images qui auront été préalablement ou tournées en extérieur en 360 degrés. Aujourd'hui, il y a et des startups et des technos qui sont mis en place sur les tournages 360 en très haute résolution. On a aussi des technologies, par exemple, de deuxième caméra, de caméras secondaires qui permettent de gérer l'axe des Z et donc de supprimer de manière automatique les arrière-plans. Et ça permet en post-production après de remettre les décors originaux. Voilà, alors là, c'est des petits bouts, mais ce qui est important de comprendre, c'est que brique par brique, vous avez tous les éléments de fabrication qui évoluent. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui d'imaginer, c'est comment fabriquer un film de manière plus simple, moins chère. Est-ce que c'est vrai qu'il y a cette notion de coût aussi? Le numérique permet de réduire le coût de production d'un film? Oui et non. Alors, c'est possible. Notamment, par exemple, si vous tournez, si vous rapatriez des tournages qui étaient en extérieur sur plateau, vous allez avoir des durées de fabrication beaucoup plus réduites. Et donc, ça veut dire que vous allez avoir moins de salaire, moins de matériel à louer. Mais d'un autre côté, vous aurez probablement plus de films qui seront réalisés. Parce que les budgets, que ce soit les budgets de préachat des chaînes, les budgets de soutien du CNC, etc., ils resteront les mêmes. Donc, si vous arrivez à des coûts de production qui sont plus léger, vous pourrez produire plus. Et ça, c'est pour le cinéma français, qui est quand même en Europe le premier pays. C'est très important de pouvoir avoir des notions de développement. Donc si je comprends bien, moins de personnes, ça nécessite moins de personnes sur un tournage, mais il y a plus de tournage, ce qui fait que c'est pas forcément moins d'emplois. Exactement. Et alors, on peut se poser la question, et justement, on parle de l'emploi. Est-ce que le cinéma va se faire ubériser comme les autres industries aujourd'hui ? Moi, je suis persuadé que ça va arriver. Le numérique amène le fait que les réseaux sont de plus en plus rapides, on peut communiquer des images qui sont extrêmement lourdes. On manipule des images extrêmement lourdes, mais de manière très simple, parce que nous, on est en fibre noire, par exemple, entre nos différents sites, et c'est complètement transparent. On a du terabit ou que sais-je, pour 2 francs 6 sous. En France, c'est plutôt pas cher le système de réseau, c'est pas le cas partout dans le monde, mais l'arrivée d'ordinateurs extrêmement puissants, de logiciels dont les prix descendent avec des systèmes d'abonnement en vrille, font que n'importe quel petit génie, petit môme dans son coin, peut faire des effets incroyables qui auraient nécessité une armada de gars il y a une quinzaine d'années. Donc tout seul dans sa chambre, aujourd'hui, on peut faire du cinéma. Oui, après, il faut centraliser tout ça, renvoyer, faire des systèmes de notation, savoir qui est bien, connaître tout ça, mais c'est une forme d'ubérisation. Je pense que notre métier, à la fois, il y a une course à l'armement, avoir des serveurs, des calculateurs de plus en plus gros, etc. Mais même ça, les calculateurs peuvent être déportés. Le cloud prend une grande importance. Mais je pense qu'à terme, on risque d'avoir une véritable ubérisation de notre métier. Donc à la fois, il y a des studios extrêmement équipés numériques qui peuvent se mettre en place, mais à la fois aussi, des petits dispositifs vont peut-être prendre le pas. Je veux dire, un iPhone, maintenant, tu filmes en 4K et c'est pas mal. Ouais, moi je dirais que c'est pas obligatoirement le cinéma qui va se faire ubériser, parce que vous avez de l'autoproduction depuis très longtemps, et c'est là où d'ailleurs on arrive à découvrir des jeunes, des nouveaux, etc. Par contre, c'est un certain nombre d'industries ou de maillons industriels comme la post-production qui peuvent se faire ubériser de manière très simple, et ça a déjà commencé, puisque vous avez par exemple des producteurs, compte tenu de la baisse du coût du matériel, qui s'équipent. Et donc, ils ne sont plus obligés aujourd'hui de faire appel à tel ou tel maillon des industries techniques parce qu'ils se sont auto-équipés. Donc, ils mutualisent les compétences. Oui, mais le problème, c'est de réduire. Enfin, je suis bien placé
pour parler de ça, réduire à l'outil, et j'adore l'outil, je pense qu'il y a autant de poésie, de génie dans le génie logiciel et dans la manipulation des outils eux-mêmes, hein. Mais le nerf de la guerre, c'est le graphiste, le mec qui va avoir l'œil ou pas pour fabriquer ce truc-là. Et là, c'est là où l'ubérisation joue, parce qu'il y a des gens dans le monde entier, et pour tel monstre, tel truc, ah putain, il y a tel mec au Japon, je le connais, il serait pas mal. Et c'est d'avoir ces ressources-là, parce que la puissance de feu matérielle, les ordinateurs, les logiciels sont de plus en plus accessibles. Donc, même les producteurs qui vont s'équiper, c'est pas parce qu'ils vont s'équiper, ils vont manquer d'un truc qui est... l'activité cérébrale ou tout simplement le talent. Mais c'est la même chose, hein, c'est parce que vous avez un traitement de texte à votre disposition. On est forcément un grand écrivain. Exactement. Voilà. Mais alors, est-ce que le numérique, par exemple, va pouvoir permettre d'ouvrir le cinéma à des jeunes qui auraient moins de moyens que ceux dont on nécessitait il y a 20 ou 30 ans pour lancer un premier film? C'est déjà le cas, ça l'a été dès l'arrivée de la vidéo, de la DV, il y a plein de petits films qui se faisaient, sauf que l'image était toute pourrie. Maintenant, pour faire la différence entre... Enfin, mon fils fait des films avec des caméras qui coûtent le 10e du prix de ce qu'elle valait il y a 5 ans, et le 100e, et ainsi de suite. En termes de qualité d'image, de lumière, etc., ça devient même pour moi très difficile de faire la différence entre un truc très, très pro ou pas, hein. Alors, donc en fait, on a l'impression dans le cinéma que le numérique, entre autres, crée moins de barrières à l'entrée, ou justement fait tomber ces barrières. Mais on parle de cinéma, et on parle toujours, quand on entend cinéma, on entend salle de cinéma. Est-ce que les supports pour lesquels on va faire des films sont aussi amenés à évoluer? De toute façon, aujourd'hui, on va dire, alors on va utiliser quelques termes techniques, mais on était dans du 2K, le 4K est en train d'arriver. Pas pour le cinéma, il arrive pour la télé à cause du HD. Oui, il arrive aussi. Et on va probablement aller, notamment les Japonais vont aujourd'hui prôner des formats 8K, donc on va aller vers des résolutions très, très élevées. On va aller vers des nouveaux modes de consommation qui seront probablement liés à des lunettes de réalité augmentée. Donc quand vous prendrez le train, finalement, vous regarderez peut-être un film en très haute résolution sur vos lunettes. Vous allez avoir des évolutions et donc les films vont devoir aussi s'adapter. L'effet par exemple de la très haute résolution, vous allez peut-être plus être dans le langage qui était utilisé aujourd'hui, où c'est un réalisateur finalement qui vous guide dans une histoire par rapport aux directions de point de vue qu'il donne à la caméra. La très haute résolution, c'est peut-être des images plus contemplative. Merci. Et les spectateurs qui eux-mêmes développent leur propre histoire dans ces images entre autres résolutions. On pourra se balader du coup dans la caméra. Oui, là c'est le cas du 360. Il faut quand même que le réalisateur force le spectateur d'une manière ou d'une autre à regarder là où il a envie de regarder pour que l'histoire se déroule. Mais... c'est un peu compliqué de rentrer dans ça, mais l'arrivée, disons, du 360, c'est très à la mode en ce moment et c'est quelque chose qui peut vraiment être extrêmement important. Mais c'est pas une salle de cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? Est-ce que vous disiez en début d'émission que vous allez de moins en moins au cinéma, vous? J'ai honte, mais je vais de moins en moins au cinéma parce que j'ai une télé d'enfer avec un système de son d'enfer et un petit bouton où j'appuie, je change mes lumières que je tamise et je regarde les photos, je regarde les films que je peux choisir interactivement que je peux choisir sur le cloud. La chronologie des médias, c'est encore quelque chose qui risque de sauter et ça va pas arranger le fait que les gens aillent en salle. Et donc, à mon avis, les gens qui vont en salle, c'est pas tellement pour avoir un énorme son, parce que c'est possible pour pas très cher de l'avoir chez soi. C'est un truc de bourgeois, hein, je dis pas, mais pas de grands bourgeois. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour avoir une belle salle chez soi. Donc en fait, on va pas au cinéma pour la technique, mais on va au cinéma pour l'ambiance. On y va pour avoir, ouais, je pense qu'on y va quand même pour avoir un gros son, une grosse image, mais ça c'est en train de changer et on y va pour avoir une expérience collective et puis pour l'odeur du popcorn et faire ce genre de trucs. Donc si on dit que le cinéma c'est ça, il va falloir que les salles de cinéma mettent d'énormes moyens pour que les gens en prennent plein la gueule, et sinon les médiums, l'utilisation, donc oui, les casques de réalité virtuelle sont un enjeu. Ouais. Donc moins de barrières à l'entrée, des salles de cinéma qui ne sont finalement pas aussi performantes techniquement que ce qu'on peut avoir chez nous. Est-ce que le numérique peut changer d'autres choses? Par exemple, est-ce que demain on aura toujours besoin d'acteurs maintenant qu'on est capable de les concevoir presque entièrement sur ordinateur? De toute façon, il faut bien avoir des acteurs modèles au départ. Parce que pas forcément, c'est pour le moment, oui, parce qu'on fait du motion capture, c'est vrai. Mais là, je sais pas, pour la nouvelle émission de Decaune sur Canal, c'est la société ESCO qui a numérisé Antoine Decaune. Et c'est super crédible. Donc vous allez avoir, et vous avez un certain nombre d'exemples dans des longs métrages, donc vous allez avoir de plus en plus des acteurs, vous allez pouvoir les prendre à plusieurs périodes de leur vie, et puis leur faire des trucs incroyables où finalement ils risqueront plus leur vie en faisant... Il n'y a pas que ça. Non plus. Les digital stuntmen, ça fait un moment qu'on en fait. Hein.
Et donc finalement, en fait, donc, ça fait un emploi de plus qu'on... Non, c'est pas complètement vrai, parce qu'avec le numérique, c'est qu'il y a des métiers qui vont disparaître, il y a de nouveaux qui se créent. Par exemple, si un comédien n'est pas là actuellement, enfin, pour faire son jeu, que c'est un personnage numérique, on va avoir des comédiens de motion capture qui vont être captés par les différentes caméras. Donc, et ça va faire travailler les gens qui vont mettre en place la motion capture et ainsi de suite. Mais à terme, on peut encore imaginer d'aller plus loin et d'imaginer que l'intelligence artificielle, le deep learning, ce genre de choses fasse que, et on commence à y être là, on puisse avoir des personnages virtuels, pas seulement pour leur aspect, mais pour leur psychologie, leur façon de jouer, leurs expressions. C'est quelque chose qui existe. On en parlait tout à l'heure, il y a déjà des dispositifs qui font intervenir un peu d'intelligence artificielle quand on a des scènes de masse, des foules entières, avec des choses un peu intelligentes qui se passent. Si on fait passer des mecs avec des chevaux en train de courir au milieu d'une foule, les gens échappent, etc. Mais à terme, on pourra aller beaucoup plus loin, lui dire... t'es triste, t'es gay, t'es drôle. Mais donc ça veut dire que finalement on pourra créer un acteur de A à Z qui sera totalement inexistant dans la réalité parce qu'on lui aura injecté une intelligence Je artificielle. pense qu'on est au début de ça, et c'est la même chose pour la scénarisation. Il y a déjà des logiciels au point pour fabriquer des articles pour des journalistes de manière automatique, on peut retoucher et avec du style. Et donc peut-être demain des scénarios également. Des scénarios entiers, oui, bien sûr. Alors un mot, Stéphane Singier, sur le laboratoire des médias du futur que vous voulez créer. Qu'est-ce qu'on y retrouvera ? Alors voilà, pour l'instant c'est un projet, mais aujourd'hui donc c'est mettre en place un plateau immersif déjà, et des dispositifs de numérisation autour de l'humain. Et puis un certain nombre de dispositifs qui restent à inventer, parce que tout à l'heure quand on parlait de lumière par exemple robotisée, aujourd'hui il n'y a pas encore de lumière robotisée sur les plateaux. Alors on voit que les LED, on sait gérer la température de couleur, leur intensité, mais si on allie ça avec de la robotisation, on va être capable, de manière automatisée, d'éclairer des personnages de manière cohérente avec, par exemple, un arrière-plan qui est projeté. Et voir sans qu'il y ait même une intervention humaine dedans, parce qu'on peut aujourd'hui le faire dans des logiciels 3D grâce au HDR. On pourra peut-être faire du HDR dans la vraie vie demain. Ouais. Mais c'est ce qu'ils ont mis en place un peu sur Gravity, en fait, avec les dispositifs de lumière qui peuvent changer. Le problème de ça, c'est que ça engendre quand même des coûts et des technologies qui sont extrêmement coûteuses. Au départ, évidemment. Mais après, le numérique réduit ces... Et quand même, toujours le même problème, c'est le fait que le cinéma, c'est quand même des comédiens, le rapport à des gens vers lesquels on a envie de se projeter. Et c'est pas facile pour un comédien d'être dans un univers trop virtuel. Et d'être dans la vraie vie, dans le vrai monde, c'est quand même un enjeu aussi. Ouais. L'avantage de projeter des décors à 360 degrés, c'est que finalement, justement, on va au-delà du cyclo vert ou bleu. Et on peut pourra prévisualiser directement le décor dans le cas. Alors, il y a la prévise aussi, mais ça, la prévise, c'est autre chose. Mais la prévise, c'est ce qui vous permet de valider au moment du tournage que finalement, par exemple, vous avez des décors virtuels avec des personnages réels, mais finalement, le cadre et les mouvements, etc., se sont très bien passés et étaient cohérents, et vous n'êtes pas obligé de les refaire, ou vous êtes obligé de les refaire. Mais ça évite de s'en rendre compte le lendemain, etc. Là, vous êtes en direct, vous avez de la prévise, et aujourd'hui, je pense, on a en France un certain nombre d'entreprises vraiment spécialisées là-dessus. Je pense à Solid Anime, qui fait quand même la prévise d'Avatar de James Cameron. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, beaucoup de sujets donc, sur le cinéma et le numérique. On va être obligé de clore ce débat ici pour accueillir Rémi Guérin qui va nous présenter Termite Factory dans le pitch de la semaine.